Nous vous retrouvons encore ce dimanche 21 avril pour l'exercice de tous les dimanches soirs, le décryptage de l'actualité politique, bien évidemment avec notre consultant politique. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforika. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci également à ceux qui nous suivent en direct depuis notre compte YouTube E-Télé Bénin. Alors, Agapit Napoléon Maforika, nous avons eu en invité ce matin sur l'entretien le prêtre Éric Aguénonon qui est revenu sur le rôle de l'Église au sein de la société. Il a également opiné sur les questions Joël Aïvor et Kiamadougou et plusieurs autres sujets d'actualité. Vous l'avez suivi pendant pratiquement ces 1h30 d'entretien avec François-Xavier Noumon. Alors, qu'en dites-vous? Écoutez, c'est pas la première fois que je suis le prêtre, je suis Abbé Aguénonon. J'ai déjà eu le plaisir d'échanger avec lui en débat d'ailleurs sur une chaîne de la place. Et puis moi je le suis parce qu'il fait partie des intellectuels du pays, il fait partie de ceux qui produisent la pensée, il fait partie de ceux qui peuvent échanger, enfin ceux qui essayent de sortir de la logique quand ils raisonnent. Donc du coup, ça fait partie moi de mes nourritures parce que en tant qu'intellectuel, je l'assume, j'ai besoin d'écouter les autres. Ça provient d'autres sources, voilà. Donc du coup, le père Aguénonon, je le suis avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. C'est un jeune prêtre qui est pétri de talent, de qualité. Et moi, j'avoue que je prends du plaisir à le suivre, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Il est dans sa logique, il est dans une certaine direction. Moi, j'aime me dire qu'il est en roue libre. Quand il dit en roue libre, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de limite. Mais il a la chance d'être à la tête d'un institut. Il a la chance d'avoir fait d'abord une formation pointue. Il est philosophe politique. Bien sûr. Oui. C'est pas toujours, je ne sais pas si les gens comprennent ce que c'est que la philosophie politique. La philosophie politique, la philosophie déjà, l'art de raisonner, la logique, la pensée libre, déjà. Il est politique, orienté vers la politique. Il voulait faire les sciences politiques. Je pense que c'est pas chance qu'il est allé vers la philosophie politique. C'est encore plus pointu que la science politique. Tout le monde dit politicien, politologue, politique. Je pense que le philosophe politique est un intellectuel. Mais un intellectuel dont la société a besoin, dont les gouvernants ont besoin, comme conseillers, comme analystes de situation, parce qu'ils ont quelque chose, ils ont le passé, ils ont l'avenir dans les études, dans leur champ de connaissances. Et c'est ça. Je voulais le dire avec beaucoup de respect. Ensuite, oui, je l'ai écouté, il est resté égal à lui-même sur bien des points. Il n'y a pas de souci là. Donc, j'ai rien découvert j'ai rien découvert de fondamental aujourd'hui. De nouveau. De nouveau. J'ai rien découvert de nouveau. Fondamentalement, je découvre toujours avec lui. Aujourd'hui, rien de nouveau. Tout simplement parce qu'il a réaffirmé un certain nombre de logiques. Mais j'ai capté rapidement, et j'ai deux choses sur lesquelles on peut revenir si vous voulez. D'accord. Première chose, je pense que il a abordé rapidement une question qui était essentielle. C'est-à-dire que l'Église se sent trop évacue sa responsabilité dans le comportement des cadres. Et pourtant, elle fait partie de ceux qui éduquent dans la société. Il y a des cas, il y a une homonomie des cas de personnalité. Bien sûr. Politique. Mais on a l'impression que l'homonomie, on n'interpelle pas les cas de personnalité politique. Lui-même a dit aujourd'hui, ceux qui sont là sont des catholiques. Oui. Donc les dirigeants, pratiquement, beaucoup sont catholiques. On l'envoie lors des grandes cérémonies, vous les voyez, ils sont devant, ils prennent la communion. Alors, mais comment ils se comportent dans la vie politique? Comment les lois sont faites si on doit attaquer les lois? Et que ceux qui sont les dirigeants les plus importants sont catholiques. Mais l'Église est-elle responsable des opinions politiques? Non, mais alors, quelle est sa responsabilité dans la fabrication du chrétien qui est un homme? Le chrétien, le laïc catholique, le laïc chrétien, c'est celui qui est dans la cité. Son devoir est d'éduquer. Oui. Éduquer, mais chacun est responsable de eux. Exactement, comme l'école est son devoir d'éduquer. Absolument. Et l'État, lui, son responsable d'éduquer et d'être maître de comportement des gens. Non, on est d'accord. On est d'accord. Mais l'Église évacue très tôt vers les politiques. Prends position, lorsqu'une loi est votée, par exemple, au lieu d'interpeller dans l'église, dans la cathédrale, ou bien lors des rencontres entre personnalités politiques, dit, mais comment nous en sommes arrivés là? Quelles étaient nos finalités? C'est que nous sommes des chrétiens laïcs. Donc nous avons une doctrine sociale
D'accord, mais nous devons gérer un État avec une discipline. Comment sommes-nous arrivés jusque-là? Entre nous, chrétiens catholiques, chrétiens tout court peut-être. Je ne parle pas encore du monde de l'UP, de BR, de démocrates. Non, parce que ça c'est ailleurs. Mais au sein de l'Église, posons-nous les bonnes questions. Et l'Église aussi doit prendre sa part. L'aumônier, et c'est là que j'ai dit que l'abbé nous a évacué rapidement, il a renvoyé ça vers le père Fédé, qui est l'aumônier national. D'accord, c'est dommage parce que moi j'aurais bien aimé entendre le père sur ça. Parce que, effectivement, lui ne s'adresse pas, l'Institut ne s'adresse pas qu'aux chrétiens. C'est pour ça qu'il dit qu'il est en roue libre. L'aumônerie et non, l'Institut des artisans de la justice de la paix est beaucoup plus, et quand vous l'écoutez, s'ouvre vers tout le monde. Vous voyez ici, avec ceux qui participent aux activités de l'Institut, c'est tout le monde. Oui. Tout le monde est convié. Donc, sans distinction de religion, de ci ou de ça. Donc, du coup, lui, ses actions, ses prises de position ne sont pas, lui n'est pas l'aumônier des cadres de personnalité. Donc, c'est ça la différence. C'est là qu'il m'a laissé un peu sur moi. Moi, j'aurais bien aimé l'écouter. Parce que lorsque moi je lis, même à la fin, il a lu un document, un extrait de Jean-Paul II sur la démocratie, sur les lois, sur la nature de nos élections. Mais qui sont responsables de ça? C'est des cadres de personnalité. Qui sont-ils? La plupart sont des chrétiens. Alors, comment pratiquent-ils leur foi et leur dogme dehors? Comment leur postulat? Comment ils l'expriment? Si ce que nous faisons à l'intérieur des cathédrales et des chapelles, on ne peut pas l'exporter dans la vie professionnelle, la vie civile, la vie profane, ça veut dire que nous ne servons à rien. C'est pas la peine d'aller dire je crois dans un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, je crois en la réalisation de la chair, à la vie éternelle. Ça c'est dogmatique, je vous le dis toujours, Agapit. C'est ça que je dis, c'est le cœur de l'Église catholique. Je suis chrétien catholique né. C'est le cœur. Mais ça c'est à quoi de dire ça si dehors je ne peux pas exprimer ça différemment? L'Église c'est amour. Oui. Le pacte que nous faisons, c'est l'amour, c'est l'amour divin qui est allé au sacrifice. Alors, comme d'ailleurs, quand vous parlez de Tabaski, l'amour, c'est accepté jusqu'à le sacrifice suprême. Oui. Alors, quand vous êtes un homme de foi, et vous professez votre foi, parce qu'en réalité, je crois en Dieu, c'est la foi, c'est la profession de foi. Oui. C'est-à-dire, nous renouvelons notre adhésion. Bien sûr. D'accord? Alors, quand je suis le faire, je dois l'exprimer pas par la parole, mais par l'action. Donc, le chrétien catholique dehors doit pouvoir le montrer, pas avec son habillement, pas en allant à l'église de 7h tous les jours, de 6h30, soit pas en se montrant en train de prendre la communion, mais dans son acte, dans sa manière de se comporter en tant que responsable, en tant que père de famille, en tant que chef de famille, en tant que responsable local, en tant que responsable national. Mais cela ne l'empêche pas de se positionner sur certains sujets ou sur certaines lois. Si c'est chrysogène, il a à le dire. Ça, c'est de la liberté d'opinion, justement. Non, lui ne doit pas contribuer à ce que vous appelez loi chrysogène. S'il y en a, ça veut dire que l'Église a raté sa mission. Ah, tout comme si l'Église doit diriger l'opinion de ses fidèles. Absolument. Absolument. Si c'est facile de s'en prendre à l'État, qui a l'État? Est-ce que l'Église s'en est jamais prise à l'État? Les lettres, beaucoup de n'est-ce pas un faux procès, justement? Non, pas du tout. Ça fait partie de... Quand vous devez aller, il a dit que l'Église n'a pas pour rôle de soutenir les chefs d'État, et que parfois il a des trucs... Oui, l'Église est du côté de la société, enfin, des citoyens. Et le gouvernement est de quel côté? Mais c'est ça le problème. C'est un partage de rôle. C'est une mauvaise vue de penser que l'Église est en dehors du rôle de... Chacun fait un travail d'éducation. Mais le gouvernement, contrairement à l'Église, lui, a une vision. C'est de professer la foi, le dogme, enfermé dans un dogme, et de professer cette foi, mais n'est responsable de rien. Un prêtre qui se comporte mal, on le sort de là. Est-ce qu'on fait de la démocratie à l'Église? Est-ce que les communautés sont libres de choisir leur prêtre? Est-ce qu'ils choisissent leur évêque? Est-ce qu'on leur demande leur avis?
Est-ce que pour affecter le prêtre, on le fait? Est-ce qu'on fait l'audit à un prêtre? Est-ce que les gens suivent ça? Non, justement. L'église n'est pas un État. L'église est un État. Oui, justement, même si on a une institution. Il a dit plusieurs fois. C'est plus qu'un État parce que le Vatican a rang d'État, oui. Le Saint-Père a rang de chef d'État, mais en dehors de ça, l'Église est une institution spirituelle. Sûr, oui. Donc, l'Église, mais elle n'est responsable de rien, elle n'est redevable devant aucun laïc réellement. Or, le gouvernement du peuple, qui lui est issu d'élection, a pour vocation de satisfaire avec exigence. C'est-à-dire que quand Covid arrive, le gouvernement est obligé de régler, non seulement de fermer, de régler tout pour que les droits de l'homme ne disent pas que on a enfermé, on a bloqué les marchés contre les droits de l'homme, qu'on a fait les gens contre les droits de l'homme, qu'au même moment, les gens de santé ne disent pas qu'on a abandonné bref, l'Église et l'État doivent faire en sorte qu'il y ait moins de casse, tout en respectant les règles des droits de l'homme, droits de femme, droits de famille, droits de respiration, droits de circulation, doit respecter tout ça. L'Église, lui, n'est pas obligée de ça. Donc, c'est dire que le regard que l'Église, les confessions religieuses, c'est que j'attends d'eux, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le travail ce n'est pas le rôle du Père Guénon. Bon. Il a dit plusieurs fois que c'est avec l'aumônier. Donc je pense qu'on aura peut-être l'occasion de parler avec l'aumônier. Je pense qu'il faudrait qu'on nous dise, moi je suis chrétien catholique né, j'ai grandi, j'ai mes enfants, tous ont été baptisés, communiés, donc je ne suis pas en rébellion. Moi je suis un intellectuel, je veux que nous soyons en phase sur le rôle de chacun dans le travail spirituel, le travail citoyen. Après de moi, j'estime que les miens, par exemple, nous sommes de telle région. Nous avons une association des cadres ressortissants de telle région, par exemple. Nous voudrions que notre région soit une région phare dans le Bénin. Et que quand on dit telle région, on dit c'est des travailleurs, c'est des patriotes, c'est des citoyens, c'est des si. Pour le faire, quand on nomme quelqu'un, on doit lui dire voilà la charte de la région. Mon frère, ma soeur, tu es nommé. Mais la région... Tu dois tenir cette posture. Sache que tes actes, tu es responsable d'abord. Mais n'oublie pas que tu viens de telle région, que tu es membre. Donc, l'image de la région passe. Est-ce que l'image de la région peut être en déphasage avec l'image de l'État? Puisque nous professons des normes. Donc, nous sommes le complément. L'Église n'est pas contre l'État, contre l'école. D'ailleurs, l'Église a plein d'écoles. L'Église accompagne l'État dans ce travail. Donc, du coup, dans l'éducation citoyenne, dans le comportement citoyen, l'Église ne fait rien d'autre de négatif. Je dis, l'Église est amour. Oui. Ouais, donc, mais le problème est que dans la finalité, dans l'appréciation, j'ai l'impression que l'Église se déporte rapidement comme si c'est le président de la République, c'est le gouvernement, c'est le Parlement, ceux qui sont mauvais. Mais c'est qui sont les membres qui sont dedans, qui prennent les mauvais actes? Par exemple, le père dit aujourd'hui, c'est le deuxième élément, mais là, je ne fais pas parler de mes choses sur lesquelles je voulais m'attarder, mais je vais quand même l'évoquer. Il a dit, il n'y a pas de liberté au Bénin, que voilà, qu'il n'y a pas de... Non. Quand il prend les cas, il va, par exemple, comme des cas politiques, je dis non. Moi, je me dis non, on ne peut pas à ce niveau-là dire que c'est des cas politiques. Du coup... Il a donné l'exemple, si Réki Amadougou était resté à Lomé, cela ne lui arriverait peut-être pas. Il se fait que Réki Amadougou n'est pas resté à Lomé. Et qu'elle est venue au Bénin. Et qu'elle a dit beaucoup de choses, et qu'il se fait que la justice a mis des choses sur la table. Moi, je ne peux pas me mettre dans si. Moi, je ne peux pas, si je me mets dans si, c'est qu'on n'est plus. Ici, il y a des cas, du factuel, comme lui-même le dit. Il y a du factuel. Alors, est-ce qu'il s'en prend à notre institution judiciaire? Moi, je pense que j'aurais pu aller plus loin. Moi, c'est ça que. Moi, je ne suis pas justice. C'est ça qui fait peut-être qu'on n'a pas toujours le beau rôle quand on est dans cette posture, parce que c'est comme si on défend, on a l'impression qu'on est heureux que quelqu'un soit en prison. Non, c'est pas là le problème. Le problème est que, est-ce que, comme le petit peuple, comme moi-même justiciable, est-ce que la justice en les concernant, il y a quelque chose qu'on a mis sur la table? Est-ce qu'ils ont eu le droit de se défendre? Oui. Est-ce qu'ils avaient le droit d'aller? Ouais, le combat, c'est quoi? Lorsqu'ils ont abandonné la bataille, après la première décision, alors qu'il ne devait plus aller en appel, ça veut dire quoi? Soit on a abdiqué, parce qu'on sait qu'on est fautif, soit on est résigné, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Dans les deux cas, il faut assumer. Faut pas aller... Donc, moi, j'estime que on doit respecter l'institution judiciaire. C'est pas parce qu'il y a deux prêtres se sont laissés défroquer ou bien c'est pas quoi que l'Église est mauvaise.
Ce n'est pas les mauvais comportements d'un évêque qui rendent l'église mauvaise. Ce n'est pas non plus les mauvais comportements d'un juge par ici, d'un média par là, d'un policier ici, on va revenir, qui fait que toutes ces institutions sont mauvaises. Mais il faut analyser de manière globale. Et moi, dans le cas d'espèce, moi, j'estime qu'autant lui, peut-être, il fait le tour aujourd'hui, il était sur une télé, il était sur une autre radio. Donc, il a la liberté de dire ce qu'il pense. Mais il y a des pays où il ne peut pas faire ça. Hein? Les évêques peuvent sortir des lettres pastorales que le chef d'État découvre sur la plateforme publique. Alors que normalement, ça devrait lui être destiné d'abord en tant que premier citoyen du pays, parce que ça s'adresse la plupart au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Donc, ces autorités devraient être dépositaires ces documents-là d'abord, avant que ça aille dans la place publique. Et pourtant, ils les découvrent. Donc, tout ça montre qu'il y a une liberté. Mais les cas dont nous parlons, mais attends, il y a une opposition quand même dans ce pays qui est radicale. Hein? Les cas dont nous parlons sont des cas quand même. Donc, à cette hauteur, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de la liberté. Hein? Il n'y a pas de couvre-feu dans le pays. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas bloqués. Les gens disent alors, c'est quoi la liberté finalement? La liberté de politique peut-être? Ah bon, politique, il n'y en a pas. On a une partie d'opposition au Parlement. On en a un autre qui n'est pas au Parlement, mais qui est représenté. Il y a des gens attaquent le parti de talent tout le temps. On dit ce qu'il y en a. Il y a des personnalités, des citoyens qui le disent. Il y a des ce qu'ils pensent de lui, de sa gouvernance. Mais alors, moi, je ne vois pas. Enfin, je ne sais pas à quel moment. L'Église catholique, quand même, ils ont connu le temps du PPB ici. Quand il y a eu la révolution, ils ont connu ce temps-là. On n'est plus à ce temps-là aujourd'hui. Mais donc, moi, je dis qu'aucune liberté n'est totale. Aucune liberté n'est totale. Et ça dépend de où est-ce qu'on met l'angle. Pourquoi, au niveau de l'Église catholique, il y a telle règle? Je laisse les dogmes. Mais au niveau administratif, ils ont leur pratique aussi. Est-ce que c'est de la démocratie? Non. Je conçois. Donc, en fait, chaque organisation essaie de trouver un mécanisme de fonctionnement. Et dans le cas d'Express, dans le cas de Joël et Erika, autant on peut déplorer leur... Mais quand vous prenez chacun d'eux, il y a des choses qu'on leur reproche. C'est vrai ou c'est faux? Quand moi je vais dire c'est faux, ça veut dire que j'ai des éléments à mettre devant. Mais quand je dis c'est vrai, c'est que j'ai des éléments. Moi, je n'ai pas des éléments, mais j'ai écouté les éléments qu'on a donnés. Alors donc, pour moi, je prends cette distance d'abord. Après, je sais que la même justice, bonne ou mauvaise, c'est pour tout le monde. Puisque le parti salon n'est pas à vie, il ne va pas rester à vie. On a connu la justice, on dit que la justice est au sort de Yahi. Mais Yahi n'est plus au pouvoir maintenant depuis 8 ans. Est-ce qu'on est plus heureux? On a connu une justice, on a dit que c'est au sommet de Kérékou. Enfin, de Soglo. Tout ça, ils ont quitté le pouvoir. Talon va quitter le pouvoir. La justice va rester. Les hommes vont rester. Leur statut, leur carrière ne se gère pas en 10 ans. Non. Donc, alors moi, je pense qu'il faut que nous respections nos institutions. Moi, je pense, sur ce côté-là, je dis que parfois, je préfère faire le bête, enfin, quelqu'un qui ne comprend rien, et je me laisse aller aux normes. Parce que je me dis, bon, ma force seule ne peut rien. Et une seule personne ne fait pas la révolution. On ne fait pas la révolution seule. Elle n'est plus du néant. Nos textes sont ce qu'ils sont. Nous avons adopté un mécanisme. On ne peut pas vouloir une solution contraire. Moi, on ne peut pas décréter que tel cas, c'est cas politique. Non. Ce n'est pas des cas politiques. Puisque Ricky est venue, elle est allée aussi à la Sénat, elle a déclaré que c'est la pire dictature au monde. On ne l'a pas pris pour ça. Hein? Mais moi, j'étais choqué. J'étais choqué que quelqu'un qui a travaillé à Yahi, je connais un peu, qui a été ministre de la Justice, qui l'a réformé dans nos prisons, par exemple, me dise que nous sommes la pire dictature au monde. Non, quand même. Elle ne peut pas quitter le Togo et dire que nous sommes une dictature au monde. Moi, par exemple, en tant que citoyen, j'ai trouvé déjà que c'est manque de respect vis-à-vis de nous qui sommes là au Bénin, qui sommes des Béninois, parce que moi, je suis fier d'être Béninois avec tout ce qu'il y a comme limite. Donc, on peut dire que mon pays est... Même je sais pas, même si je serais Togolais, je n'aurais pas accepté que quelqu'un vienne de néant pour venir dire que le Togo est plus la pire dictature au monde. Je ne serais pas d'accord. Cela reste son opinion à elle. Non. Quand on est femme et homme politique, on doit avoir un peu de logique aussi dans ce qu'on dit. Sinon, bon, si vous en dites de trop, elle a fait le Togo. Hein? Le Togo n'est pas la pire dictature au monde. Le Togo a son système. Mais il me semble que le système du Togo n'est pas aussi ouvert que le système au Bénin. Et j'ai étudié à Lomé. Je connais un peu. Pendant qu'il y avait des foules qui demandent, avec la coach Adam, tout ça, elle était là-bas.
Donc, je connais la situation du Togo. Je ne la compare pas au Bénin parce que le Togo et le Togo, le Bénin et le Bénin. Nous sommes dans l'Afrique de l'Ouest ensemble. J'ai du plaisir à aller à Lomé, personne ne m'arrête, personne ne dérange personne. Donc, du coup, moi, je veux être fier d'être béninois et togolais à la fois, sans comparer les systèmes, parce que j'estime que chaque peuple a son système. Donc, alors, quand un ministre béninois vient chez moi, alors que collabore avec le Chez régime. elle aussi. Oui, mais collabore déjà avec le. Oui. Quelquefois dit qu'on ne peut pas servir deux peuples à la fois. D'accord. Mais si elle vend son expertise ailleurs. Ça veut dire qu'on viole la conscience des deux peuples. Je pense que je suis de cet avis-là. Il a dit ça, qu'on ne peut pas servir deux peuples à la fois. Ça veut dire qu'on viole la conscience des deux peuples. Parce qu'on ne sait pas si vous êtes béninois ou togolais. C'est ce qu'il a dit par rapport à Christian Djagouin, un de nos aînés. Et je l'approuve. Il faut qu'on sache qui on est. Donc, du coup, moi, c'est moi. Donc, c'est ma vision, c'est ma logique à moi. Après, c'est pas moi qui l'a fait arrêter. Moi, je suis qui? Je suis un des 13 millions, 14 millions de Béninois. Donc, bon, le cas Madougou. Justement, parce que c'est pas une fixation sur ce cas-là. Non, je vais donner l'autre. Le cas Madougou, c'est que quand on dit qu'elle est restée à Lomé, elle n'est pas restée à Lomé, elle a débarqué, elle est venue au Bénin, candidate, elle n'a pas déposé son dossier. Normalement, un ancien ministre, une personnalité aussi respectable qu'elle devrait veiller à ce que son dossier soit correct et déposé. Mais affronter la loi. Elle a cherché les parrainages. Non, elle vient d'un parti qui dit qu'ils n'ont pas besoin de déposer. Les gens ont dit. Ça, c'est interne au parti. Non, ils ont dit ça dehors, devant les médias. Bien sûr, mais devant les médias. Alors finalement, on est où? La candidate qui cherche, qui tente d'acheter les parrainages, tentative de corruption. Le parti qui dit je ne veux pas, négation. L'autre qui fait front dans la loi, alors, finalement, on est où dans tout ça? Et c'est ça la dictature même. Donc du coup, moi, quand vous prenez le procès à Ivor, le procès à Ivor n'était pas loin des officines qui ont travaillé pour la levée de Patrice Talon. Même s'il n'est pas membre du système, au début, il a eu des prises de position qui étaient conditionnantes, on dit beaucoup de choses. Après, quand est-ce qu'il a fait son évolution contradictoire par rapport au système, qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Pourquoi? Donc, moi, c'est ce que j'ai constaté. Ça, c'est politique, ça. Mais ce qu'on lui reproche, je ne pense pas qu'on lui a dit rébellion politique, aucun des deux. On lui a mis, en termes de droit commun, des éléments que la justice a utilisés. Si c'est faux, c'est moi, je ne sais pas. Dernier autre élément, il dit Patrice Talon était, en 2012, a quitté le pays et est revenu parce qu'il est... C'était la volonté de quelqu'un de faire table rase. Quand vous avez écouté Talon en décembre dernier, la volonté de quelqu'un qui lui-même a créé le problème. Alors si le cœur lui en a dit de régler ça de cette manière-là, et il en a réglé, quel est son talent, quelle est sa qualité, c'est à lui. Il faut, comme il a dit, là, moi je joue, à quoi la Chakodi aura lieu, on va voir clair. Mais nous avons été utilisés dans ce genre de situations, il ne faut pas qu'on continue de les utiliser. C'est-à-dire que le problème en question, Talon a botté en touche tout ça là, en disant, il met Yahi au défi. Bon, donc, depuis là, on attend que le défi soit accepté. Bon, on appelle l'espoir qu'il ait lieu. Pour qu'on voit clair. Parce que lui là, toi tu as parlé, l'autre a parlé. L'autre dit je te mets au défi. Mais alors, si vous voulez que la vérité est claire, qu'on finisse avec ce dossier. Donc pour moi, c'est que c'est celui qui a créé le dossier en 2012, qui a tenté de le régler lui-même. Et bon donc, et aujourd'hui on dit il a pardonné. Non, je suis d'accord d'avis avec le président Talon, qu'en certaines occasions, le pardon peut être une faute. Il n'a pas dit que le pardon est une faute. Il n'a jamais dit. Il dit en certaines occasions. Donc, dans certains cas. Mais les Béninois ils font totalement abstraction dans certains cas, et ils s'en tiennent à, il a dit que le pardon est une faute, lui-même a bénéficié, il a clarifié ça, je ne pense pas qu'on puisse revenir encore. Donc bref, il fallait un peu ces petits détails et autres. Le dernier point sur lequel quand même on est d'accord, oui, on va évoluer parce c'est la question idéologique. Je pense qu'il a dit clairement quelque part, et là je suis totalement d'accord avec lui, tout est trop personnalisé, tout est trop personnalisé. C'est dommage. Moi je prends 2016 comme un nouveau point de départ, et j'estime qu'on pourrait continuer avec une belle transition. Ça veut dire quoi? On a dit maintenant, mais tout ce qu'on a fait, on a parlé autour du code électoral, d'abord de la constitution, code électoral. Si c'était moi, ce que j'aurais aimé, c'était que le président, que le système ait le courage, c'est-à-dire autour du président Talon, que les gens, bon, Talon, tu continues. Non, avec ta volonté, tu continues encore 10 ans, tu as encore 5 ans. On négocie avec le président Yahi. Voilà, on fait un accord de gestion. On essaie de voir comment. Et on dit, on va remettre un peu. Quels sont les trucs qui ont problème? On dit assises nationales, on a besoin d'assises nationales. Mais faisons des assises sectorielles, la qualité de la gouvernance, notre justice, la redevabilité. Donc, on cite certains points et on les cale. On les cale, les institutions.
l'équilibre des institutions, le financement. Donc, on essaye de trouver des mécanismes solides. Hein, sur 5 années, on sait que là, on est en période de transition réelle. Parce que, vous voyez, la transition de 2016, il n'y a pas de charge. C'est parfois, comme je suis d'accord avec le prêtre, sur la base des lois. Parfois des lois pas nécessairement clean. Mais ces lois permettent d'avancer. Et la loi, c'est la loi. Durant l'Est et de l'Est. Donc, la loi, c'est la loi. Et on est conscient que ce n'est pas clean, mais il faut avancer, on avance. Comme le code électoral. Il est ce qu'il est, mais il est là. Parce qu'il a envie de forcer le député à tel, l'élu, ou bien de forcer le militant politique à une certaine ligne qui doit normalement être naturelle. Est-ce que ce n'est pas justement ces forcings-là qui personnalisent le chapitre politique? Pendant longtemps, il n'y a pas eu de forcing, justement. On est resté à volo. Donc ça veut dire que cette option n'est pas finalement la bonne. Aucune option n'est la bonne. On choisit la moins bonne. Nous avons déjà essayé l'option de liberté totale, de 200 partis politiques, de paupérisation du jeu, de l'absence totale de repères, des compromissions intempestives. Est-ce que tout le monde en est fier? Non. On n'en est pas fier. Tout le monde décrit ça, même les rapports internationaux, tout ça, c'est clair. Donc c'est pas Talon qui a fait les rapports. Les rapports existent avant son arrivée. Les rapports Yahi, avant la fin. Les rapports de Kérékou lui-même. Bref, tout le monde sait qu'on était mal paumé, mal parti. Ça va dans tous les sens comme ventilateur. C'est ça le problème. Donc il fallait s'arrêter à un moment donné. Donc s'il en voulant s'arrêter, on va encore à une autre, tentons l'extrême. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il fallait bien dire, bon, arrêtons de voir. Vous voyez, moi je regarde la Cour constitutionnelle, je l'ai toujours dit, la manière dont on a laissé la Cour, on a façonné la Cour, on lui permet de prendre des décisions dans tous les sens. Moi, ça ne me rassure pas. Mais ce n'est pas hier. C'est pas hier, c'est depuis. Et donc du coup, quand ça profite à un régime, tout le monde applaudit. Quand ça ne profite pas, on attaque la Cour. Non, ça ne peut pas. Ramenons la Cour à son rôle sacro-saint. Strict aussi. Voilà, sacro-saint de contrôle de constitutionnalité des lois. Et après, on peut agir le droit de l'homme. Mais la régulation des institutions, je pense qu'il faut laisser ça à un comité de sages. À notre vieille sur la palabre. Ancien président de la République, ancien président de l'Assemblée nationale, quelques notables. C'est cette fonction qui l'oblige à créer l'insécurité juridique, c'est ça? Ça lui, vous voyez, comme elle en a beaucoup, ça lui épuise dans l'un ou l'autre et ça lui permet de, en restant enfermé dans le contrôle de constitutionnalité, pur et dur, bien calé là-dedans, plus droit de l'homme, parce que le droit de l'homme, ça c'est clair. Quand il y a une question d'inégalité, on peut le savoir. De clair, quand le droit de quelqu'un est mis à mal, on peut lui laisser ce volet-là, par exemple. Encore que bon, là, dès qu'elle prend ce volet, la Commission des droits de l'homme, je ne sais pas à quoi ça va servir, elle par ailleurs, on a trop de trucs bizarres, mais bon. Donc, pour moi, c'est qu'il faudrait, j'ai pris les de la Cour constitutionnelle, elle en a 4, elle a 4 pouvoirs, je pense qu'on peut lui en prendre 2, et au niveau des élections, le laisser gérer le contentieux électoral, et pas tout le processus, par exemple. Bref. Ça, c'est pour la Cour. Donc, quand vous regardez dans beaucoup de systèmes, la manière dont les gens sont nommés, il ne faut pas avoir cette manière-là et après attaquer le chef d'État après. Mais on lui donne toute la main. On lui donne toute la main. Bientôt, il y aura la direction à l'Arac. 6 sur 9 proviennent des politiques. 3 du chef de l'État, 3 du bureau de l'Assemblée nationale. Eux, ils ne sont obligés de rien. Mais les 3 là sont pour aller aux élections. Oui, parce qu'il y a une profession derrière. Attends, quand ils vont là-bas, qui domine? C'est pas la profession qui domine. C'est la politique. Bon, donc, c'est ça le problème. Alors, quand on va faire les élections, on dit, Talon, non, mais si, Talon, non, mais ça, mais attendez, mais c'est pas Talon qui a créé la Constitution. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait une réflexion. À mon humble avis, il aurait fallu ça. Dommage, on est en train de finir la décennie Talon. Beaucoup de choses ont été faites. Parfois, au forceps, je suis d'accord avec le père. Mais après, si on avait... Maintenant, on a atteint un niveau où les gens ont compris maintenant qu'il fallait bien y aller là. Maintenant, il fallait consolider. Et pour le faire, on n'a plus le temps. Il a envie de contrôler. Il a dit, je serai là. Mais il n'a plus le temps matériel à lui. Et donc, du coup, nous sommes dans une période un peu... Parce qu'il y a des gens qui ont envie de prendre la place. Il y a envie bon, donc, ça fait que c'est un peu délétère. C'est un peu chose... L'idéal aurait été vraiment qu'il y ait une sorte de... À mon humble avis, qu'on dise non, il reste encore là parce que il donne le meilleur de lui. Non, c'est pas ça, mais il est courageux, il affronte, il n'a pas peur. Et ce qu'il ne fait pas ça pour lui, c'est pas pour lui, il n'en a rien à faire.
Il a de quoi vivre sa vie, voyager comme il veut, aller venir pendant encore 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. Il a les moyens. Donc, du coup, moi, j'estime qu'il le fait pour le Bénin. Et puis, il le fait pour le Bénin, pour l'Afrique. Pourquoi ne pas? Donc, c'est ça. Mais quand tu dis ça, les gens, ils n'ont pas ici pour réfléchir. Ils ont que leurs pieds. L'intelligence est dans leurs pattes ou dans leurs pieds. Et ils vont te dire, ah, ça va. Chacun a son intelligence. Justement, il y en a. Donc, si vous pensez que vous êtes le plus intelligent, vous mangez le système. Non, personne ne mange le système. On peut dire encore que ceux qui critiquent que c'est parce qu'ils ne mangent pas aussi le système. Non, oui, pas, bien sûr, on peut le dire. Non, c'est pas, moi, je ne le dis pas parce que je ne sais pas qui mange quoi dans le système. Mais je dis simplement que, ici, parfois, quand on est intelligent, c'est que la différence entre l'homme de la pensée et l'homme du ventre, ça se passe ici. Alors, j'ai l'impression que beaucoup ne comprennent pas que nous parlons du Bénin, que le Bénin va résister à des centenaires, à des siècles et des siècles, et que nous sommes éphémères. Quand tu fais maximum utile à un État, on laisse les 20 années, tes 20 premières années où tu te façonnes, tu t'éduques, et on laisse on a eu 50 ans, tu n'as que 50 ans pour être utile réellement. Après 70 ans, on continue à dire que tu ne peux pas être chef d'État. Ça veut dire qu'après 70 ans, tu es déjà quelqu'un d'amorti, même si sur 100, peut-être il y a 30 qui se libèrent et qui, à 80 ans, sont encore utiles, et que sur 100, 80, il y a 10 qui, de 80 ans à 90 ans, essaient d'être utiles. Bon, il y a quand même des gens de 70 ans qui sont utiles encore à la République. Il y a 30, il y a sur 100, il y en a 30, on peut même dire qu'il y a 30. D'accord. Et sur 100, il y en a qui, au-delà il y a 10 au moins qui, au-delà de 80, sont encore utiles, très utiles. On peut dire, mais il y a quand même 70 sur 100 qui deviennent amorphes. Et donc, on fait la moyenne, on se dit, bon, tu n'es utile, toi, que 50 ans de ta vie. 20 ans avant l'éducation. Tu as eu 50 ans, ça fait 70 ans. On t'ajoute à la limite 10, tu as 80 ans. Quand tu as 80, est-ce que tu te donnes encore de la peine de dire, je vais faire de la révolution? Pas vraiment. Tu es pépé, mémé, double mémé, tout pépé, bon, tu es là, tu gères, et on te regarde comme quelqu'un d'amorti, même si tu fais l'effort de tenir, il y en a quand même qui te regardent, qui ne voient en toi que l'homme, parce qu'ils pensent qu'ils sont plus jeunes, ils sont plus intelligents que toi. Bref, c'est dire quoi? Oui. C'est dire que le Bénin est Maos, Bénin est grand. Et nous sommes très petits face au Bénin. Donc, si quelqu'un se donne le moyen de le servir avec beaucoup de foi, d'abnégation, de don de soi, de dignité, de courage, comme on le voit avec le président Talon, pourquoi ne pas? Vous voyez, moi, comme je le dis toujours, j'ai vu le président Yahi faire. Il avait peur. Yahi avait peur de prendre des décisions. Enfin, de poser des actes. Il prenait beaucoup de décisions. Ah non, c'est fini maintenant. Mais quand il va finir de dire ça, président, votre popularité là, il va changer. C'est ça la différence entre les deux. Sinon, en réalité, le président Yahi n'a pas, en termes d'analyse de la situation, il a fait de très bonnes analyses. Mais la mise en œuvre, pas possible. Donc nous avons cette chance d'aller au bout de certaines logiques et d'avoir une certaine sphère institutionnelle pour le Bénin des 50 années qui vont suivre. Et là, nous, on aura le temps de quitter la scène. Là, on aurait laissé ça pour la génération future. Mais les petits pas que nous posons là, et quand, malgré tout ça là, on me dit que bon, on est dans un gouvernement, on est dans un truc de loi. Bon, non, oui, la loi, d'accord, mais à un moment donné, si on ne s'entend pas, le contrat social, il faudrait dire que c'est la loi qui vient te partager. Si la morale, si le bon sens n'est pas la chose la mieux partagée, on prendra la loi pour départager les uns les autres. Voilà. Justement. Et on va faire un petit crochet sur la présidentielle de 2026, si vous le permettez, Agapit Napoléon Mafroikan. La sortie de Diogbenou, ou le démenti de Diogbenou à ces allégations qui lui ont été prêtées, a également été meublé les échanges ce matin sur nos plateaux. Sur le duel, eh bien, pour Dr Paul-Marie Ouessou, c'était une sortie inopportune complètement, parce qu'il est passé à côté de l'essentiel de l'actualité. J'avoue que si j'étais professeur en Sciences Po, j'allais amener cet élément-là en Sciences Po. Le duel de ce matin? Oui, non, la sortie du professeur Diogbenou. Ok. Puis je vais, comme un devoir que je demanderai à mes étudiants de m'analyser la posture, le contenu et lié à l'environnement politico-médiatique. Et je suis sûr qu'il y aurait de très belles littératures. Si c'est un master. En licence, bon, peut-être moins. Moi, je ne ferai pas ça si j'étais Diogbenou. Mais je l'ai compris. Vous ne vous déprendrez pas, c'est cela? Non, je ne me ferai pas ça de cette manière-là. Si moi je fais une sortie, je ne peux pas faire une sortie que sur ça. Mais c'est ça qui l'a obligé à sortir. Parce qu'une déclaration de presse... C'est là que la communication a raté. D'accord.
c'est là que la communication a raté. Je pense, et comme, vous voyez, je n'ai pas envie de donner de la leçon de communication à quelqu'un, je suis à ma place. Nous sommes pleinement dans la politique, donc disons l'essentiel. J'aime pas trop m'aventurer. Mais je pense que lorsqu'on invite les médias à un point de près du président de l'UPR sur les questions d'actualité nationale et qui ne parle que pendant moins de 10 minutes pour ne dire que ça manque de respect vis-à-vis des médias. Ça, c'est d'abord la première chose. Oh, le président Djabouno est un homme respectueux. C'est pour ça qu'un peu. Non, Djabouno, vous pouvez avoir d'autres choses à lui dire. C'est un homme sérieux, respectueux, une personnalité qui mérite d'être citée en modèle au niveau de la République. Ça, je peux le dire sans. J'ai croisé Djabouno à l'université, on a fait presque le même cursus universitaire. Après, il a continué, lui, il est ce qu'il est. On s'est croisé quelques temps à la presse. Je le connais suffisamment. Je me proche aujourd'hui, je le connais très suffisamment. Et il a dit que c'est dans la République, les rares personnes sur lesquelles, moi, de mon temps de vie, je peux dire, ça, il est sérieux. Un homme sérieux, respectueux des principes. C'est pas loyal, on peut le dire. C'est pas quelqu'un qui va dire ce qu'on lui a fait dire là. C'est impossible. Il ne peut pas dire ça. Moi, je suis pressé de ce qui peut mettre mon doigt pour dire, Tchao-Benou ne peut pas avoir dit ça, il ne peut pas le dire. Parce qu'il est très respectueux des choses. Vous voyez là où il est. Il a démissionné de la Cour constitutionnelle. On dit, il va être président de l'Assemblée nationale. Vous l'avez vu communiqué là-dessus. Il n'est pas là. Il est là où il est. Il fait ce qu'on lui dit de faire. C'est quelqu'un qui a peut-être cette chance d'être là où il est aussi. C'est aussi une chance. C'est une opportunité. Il le fait bien, à mon humble avis. Mais il est resté l'intellectuel. Il lui faut peut-être la carapace politique. Ou peut-être qu'il ne l'est point. Et qu'il garde tranquillement sa carrure de route intellectuelle. Oui, c'est pour ça que je suis un peu. Cette sortie, je ne l'aurais pas fait. Si je faisais ça, j'évoquerais la vie chère. J'évoquerai rapidement ce qu'on appelle bavure policière. J'évoquerai un peu l'environnement. Peut-être que je ne vais pas aller m'attarder dans la politique de succession, mais je vais dire. Si je le. C'est ça, mais moi je ne suis pas lui, lui n'est pas moi. Donc du coup, ce n'est pas la même chose. Mais la haute direction était là. Autrement, il faut laisser le porte-parole de la haute direction intervenir, même quand lui-même est là. Laissez-le. Moi, je dis, le président Talon n'a pas besoin de ça pour savoir que Tchao-Benou ne peut pas dire ça. Le président Talon aussi, il le donc, si ce n'est que pour démentir, si ce n'est que pour il aurait démentir, pu s'abstenir. Il aurait pu le faire par. Il peut être là. Mais un porte-parole de la haute direction peut le faire. Mais quand lui prend la parole, mais mon Dieu, moi j'ai envie qu'il nous parle des questions brûlantes. Hein, nous avons besoin de ça. Moi, quand j'écoute Benochi, c'est pas Tchao-Benou que j'ai écouté. Moi, Benochi, c'est Benochi. Et mon grand tonton Vavonou, président de l'Assemblée nationale, je l'écoute. C'est pas ça, c'est pas Tchao-Benou. Tchao-Benou, c'est le président du parti. Quand il prend la parole, moi j'ai envie d'écouter le chef. C'est ça, dans une grande démocratie. Le chef du parti, oui. C'est une autre posture. Moi, c'est important pour moi de l'écouter. De dire, donc, la police, oui, ce qu'on lui reproche, ils auraient pu faire. Mais bon, regardez tout ce que la police fait de meilleur dans le pays depuis 2016. Même avant, parfois, dans la bavure, dans les trucs de récrimination contre le carburant frelaté, il a utilisé la police et la gendarmerie. Ça s'est pas si mal, il y a eu des morts. Et pourtant, mais ils sont livrés à eux-mêmes. Regarde par rapport à la vie chère. Mais quand même, le gouvernement fait de son mieux. Depuis 3, 4 ans. Voilà ce que moi j'ai envie d'entendre mon chef de parti dire quand il sort. Le parti dominant. Le parti, ça. Mais que tout ce monde sorte pour démentir ce que un égaré a dit. Et normalement que le chef d'État lui-même ne peut même pas croire que Tchao-Benou ait pu dire ça. Il vous a pas dit du temps. Non, en droit, non, je respecte trop l'intellectuel pour dire qu'il m'a pas dit du temps. Non, mais j'attendrais mieux de lui. Donc, moi, je ne l'aurais pas fait. Il sait pourquoi il a fait ainsi. Il salue le président. La haute direction l'a suivi. Vous me demandez mon avis. Moi, je ne l'aurais pas fait ainsi. Je l'aurais fait comme je l'ai dit. Mais il sait pourquoi il a fait comme ça. Moi, je suis convaincu que le président Talon n'a pas besoin. Bien au contraire, il faut qu'en tant que chef du parti, je l'ai toujours dit, il faut qu'il se lâche. Quand il dit il, c'est au pluriel. Il faut qu'il se lâche un peu. Il faut qu'il s'anime un peu la vie. Moi, je trouve Wilfried Oumboudy trop isolé dans ce travail. Et les autres qui le font, ils le font sans conviction. Je ne demande pas que le chef du parti, oui, vous sentez des députés dire certaines choses, vous sentez, ils n'y croient pas. Non, même si certains médias, il y en a quand vous sentez, non, mais c'est ça. Moi, les chefs du parti, les deux grands partis, je ne dis pas que tous les jours ils doivent parler. Mais sur certaines situations, ouais, le BR a fait ce week-end. Fondamentalement, ils ont communiqué sur quoi? Je pense que c'est... Bon, j'ai pas vraiment suivi cette actualité. Donc, du coup... On a besoin, normalement, le chef du BR devrait une bonne interview, une bonne sortie,
Bon, d'accord, nous, les médias privés, on nous... Mais bon, ok, au moins sur la télévision nationale. Qu'on reprend. On peut reprendre ça, tout au moins. Hein, ou bien. Donc, ça aurait été bien qu'on écoute. Moi, je pense qu'on a envie d'écouter les chefs des partis. On a l'impression qu'ils sont dans une sorte de couvent où ils ne parlent pas. Et ils envoient des gens parler qui ne maîtrisent pas toujours la bonne communication pour dire tout. Il y en a qui disent une partie, il y en a qui disent une partie. Mais on a un week-end. Il ne peut pas être non plus partout. Je suis d'accord. Un week-end politique doit s'animer. Un week-end politique. Pour que les populations éprouvent et combattent la désinformation, la mauvaise information, la manipulation, il faudrait que de l'officine politique nationale. Ils envoient des gens, ils font les presse tout. Ils envoient des gens sur les médias. Mais là, ils donnent des éléments de langage. Ils ont fait il y a une semaine une formation, ils parlent de l'UPR. Ils ont fait, mais parfois, en tout cas, si c'est leur logique de ne pas sortir, alors que ça ne va pas sortir du chef du parti. On n'a pas dit qu'il a volé. On n'a pas dit qu'il a détourné, on n'a pas dit qu'il a violé. Il y a des choses essentielles sur lesquelles, peut-être que ça, les trucs de l'intimité, je suis d'accord. Mais c'est l'affaire de pouvoir, non, tout le monde sait que Djokbono ne peut pas dire ça. Et c'est simplement que le porte-parole du parti dit ça pour que nous puissions, personne, même si on vous réveille pour dire Djokbono, lui, il est bien poli, bien correct, bien élevé. Hein, pour ne pas dire ça, il ne le dira pas, nulle part. Et donc, même dans sa chambre enfermée, il ne le dira pas. Donc, du coup, connu comme ça, c'est connu comme ça. Voilà. On va avoir quelques 2 minutes pour parler en griffe bavure policière, mais tel que vous êtes exigeant sur cette sortie politique, les médias aussi, pratiquement, le sont, l'attendaient, surtout sur la présidentielle de 2026, surtout sa candidature. Agapit Napoléon Maforékan, il n'a pas dit qu'il est candidat, il s'est arrêté à dire qu'il s'en remet au parti, à sa formation politique. Alors, voici moi ma question. Est-ce que la réforme du système partisan à laquelle nous faisons allusion empêche un chef de parti dire que je suis candidat à 2 ans des élections et puis je m'en remets au parti politique pour la suite? Peut-être on va organiser des primaires. Pourquoi on ne situe pas l'opinion? C'est presque comme s'il y a un sujet, le sujet est tellement sensible qu'on ne peut pas s'y aventurer maintenant. Écoutez, le sujet, autour du système talent, ils ont laissé le sujet devenir sensible. Alors que le sujet aurait pu être plus libre. C'est-à-dire quoi? La réelle situation, c'est que ces talents doivent continuer. Normalement. Parce que l'œuvre n'est pas achevée. Et puis l'œuvre n'est pas achevée, on va me dire, mais attendez. Talent n'est pas immortel, je suis d'accord. Mais il est là. Il est encore là, disponible. Le pays ne va pas on a vu des pays. Ouattara est là depuis longtemps. La Côte d'Ivoire s'effondre. Attendez, ça c'est moi qui parle. Donc ne me dites pas que la Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire. Non. Ce que je veux dire, suivez ma logique. Là. Vous voulez poser des questions. Je vous en prie, suivez un peu ma logique. Je vais vous libérer vos minutes. Ça dit que l'œuvre n'est pas terminée. On se cherche encore. Quand c'est comme ça, mais souffrons. Le temps c'est quoi? On n'a pas le temps. Le temps ne nous appartient pas, donc souffrons encore. Donc, puisqu'on n'a pas pu faire ça, tout le monde est d'avis que l'œuvre n'est pas... Donc, la question présidentielle aujourd'hui, qui peut le mieux continuer l'œuvre? Et dès lors qu'il a fait la sortie, tout le monde est resté tétanisé. Tout le monde est tétanisé. Même les chefs de parti sont tétanisés. Ils ne veulent plus aborder le sujet. Oui, c'est ça un peu le problème. Quand le président dit, moi je serai actif, il faut attendre 6 mois. Du coup, il a donné le calendrier. Il est le chef spirituel de ce parti-là. Alors, le père parlait ce matin, il disait que bon, qu'est-ce qui va se passer après le talon? Justement, c'est parce que le travail n'est pas terminé. Si on définissait une feuille un plan, hein, et on atteignait le niveau en évaluant, et on a atteint le processus, n'importe qui peut venir, peut plus remettre en cause le dispositif. Or, aujourd'hui, ce n'est pas terminé. Et quand ce n'est pas terminé, on se dit, mais qui peut le mieux le faire? Vous prenez Olivier Bokor, vous prenez Djokbono, vous prenez Wadaï. Les 3 qu'on cite aujourd'hui, puisque l'autre journaliste n'est pas là, les 3 qu'on cite, parmi les 3, il y en a qui ont dit, c'est pas moi je ne veux pas, hein, je ne m'en occupe pas, comme le ministre d'État. Donc lui, je restitue toujours qu'il a dit, pour le moment, non, on n'est pas dans ça. D'accord, mais on les cite. Chacun d'eux a un profil, un très bon profil pour y être. De Olivier au d'État Wadaï, en passant par Djokbono. Djokbono est chef de parti. Djokbono est chef de parti. C'est légitime qu'on attende cela. C'est quand même légitime que le chef de parti croit que ça devrait pouvoir être lui. Donc, il devait se donner cette posture sans jamais dire je suis candidat. On doit le sentir dedans.
Le ministre Wadaï, d'accord, il dit, pour le moment, on est occupé. Mais il est resté là, il connaît. Nous sommes sur un marché assez délicat, marché financier, dont il est le manager de cette affaire autour du président Talon depuis longtemps. Donc, il a le profil politique, et il a le profil technique. J'ai le profil politique, et Olivier Bokor, il a presque les deux profils parce qu'il est resté collé au président Talon pendant un bon bout de temps. Mais le chef de tout ça, c'est pas tout ça. C'est lui qui sait peut-être qui est le mieux. Chacun pense peut-être que les gens pensent depuis 2 ans que c'est Olivier Bokor. D'autres pensent que c'est Joël Dayon. Peut-être que les gens pensent que c'est encore, je ne sais pas quoi, Madame X ou Madame Y. Par exemple. Alors, tous ces noms-là, normalement, à mon humble avis, doivent continuer à circuler. Logiquement. Pour animer. Parce que de toute façon, ça ne fait pas deux des candidats. Peut-être le code électoral a réglé la question. Donc, la fidélité, moi, c'est dommage, c'est dommage. Bon, peut-être que ça fait que, comme personne ne sait la position que le chef va adopter, tout le monde est tranquillement réservé, on attend. Mais vu ainsi, ça ne, à l'interne, ça crée ce qu'on appelle une ambiance délétère. Peut-être que c'est cette ambiance qui a obligé le président Diogbeno à faire sa sortie. C'est pas bien, à mon humble avis. On peut faire beaucoup mieux. On n'est pas des dieux, nous sommes des hommes, donc on pense que c'est ça, c'est bon. Donc, surtout ils sont à l'action. Donc, on peut toujours comprendre peut-être qu'ils cherchent le bon timing. J'ai été dans des positions où, effectivement, je pensais, en tant que responsable, tu es presque seul. Et tous ceux qui t'entourent lisent ta réaction. Dès que tu agis comme ça, on te donne des postures. Dès que tu fais comme ça, tu es pratiquement seul. Et tu poses la question à quelqu'un, lui va dire à l'autre que tu lui as posé telle question, et ainsi de suite. Donc, le chef est seul. Le président est seul. Il a beau être bien entouré. Il est toujours un homme seul parce que la dernière décision, il est le seul à prendre et il n'est pas toujours facile. Donc, autour de lui, chacun spécule comme bon il est. Que ce soit, tu t'appelles Maga, Aoumadébé, Akpiti ou Kérékou, Soglo, Talon, c'est la même situation. Parce que tu es face, tout comme Bill Clinton, tout comme Joe Biden, donc tout comme Poutine. Tu les prends autant qu'ils sont. Le chef, face à il est un homme seul. Et donc, autour de lui, chacun spécule, analyse, susurre, modèle, soupçonne. Et tu es là, tu regardes. Donc, c'est un peu ça la situation. Mais autant libérer le champ. C'est vrai, mais au même moment, il faut analyser les pour et les contre. C'est pas si facile que Parce ça. Parce qu'il y a de cela quelques années encore, on avait des candidatures bien avant, 3 ans, 5 ans, même avant l'élection. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que, moi je trouve que, moi je vous l'ai dit pour moi le plus simple, on a dû affronter cette affaire et donner un mandat particulier à Talon, au moins pour un temps donné, avec une feuille de route, mais ça avec une discussion avec l'opposition très, très claire. Donc bref, on aurait pu faire ça. Moi, je trouve que c'était le plus simple. Et pendant ce temps, mais moi, je n'ai que mon avis. Après, ils ont, le salon lui-même, il a fait sa feuille de route. C'est lui-même ça. Donc, du coup, les gens, ils essayent de suivre la feuille de route. Et donc, ça, c'est mon côté. Ça. Mais j'ai l'impression, moi, si j'étais conseiller, je n'aurais pas conseillé cette option. Mais c'est l'option, et moi, nous qui soutenons, je le dis clairement, l'option de mutations nouvelles dans le pays pour que nous puissions désormais être un pays sérieux. Et ce qui se fait avec beaucoup de doigté, avec quelques casses depuis 2016, oui, on ne peut pas revenir en arrière. Et pour ne pas revenir en arrière, il faudrait vraiment être dans les bottes qu'il faut. Est-ce que tout ce qui se fait est bon? Certainement pas. Est-ce que c'est amélioré? Beaucoup. Donc, mais est-ce qu'il faut tout jeter aujourd'hui? Non. Donc, du coup, on est dans une situation où on est obligé de voir les choses, le verre plus à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, du coup, dès lors, on choisit l'angle. C'est là qu'on peut comprendre la sortie de Diogbeno. Et c'est là qu'on peut comprendre le silence de Biotchani et autres. Mais, quand vous voyez ça toujours, à mon humble avis, le porte-parole seul devient le gouvernement devient le seul qui défend, qui essaie d'expliquer. Quand c'est les mêmes sons, ce n'est pas toujours... C'est redondant et puis... Voilà. Donc, les autres sont là. Les ministres, certains, oui, le font. Les députés, on en a quand même 109. On ne les écoute pas tous les week-ends. On ne les écoute pas tous les week-ends. C'est presque c'est les mêmes personnes qu'on voit. Bon, les chefs de parti, on ne les voit pas. Est-ce que c'est ça qui est l'option, la bonne option? Bon, on va suivre, voir ce que ça va donner. Mais, cela dit, rien n'est si... Personne ne complote contre le pays. C'est déjà ça le problème. Le pays, les gens travaillent pour. Et les bons points, les mauvais points, ça fait partie des actes des hommes. L'essentiel est que chacun, de manière sincère, continue de faire son travail. Donc, pour moi, je pense que Diogbeno essaye de gérer. Il est candidable.
Mais ce n'est pas à lui de le dire, hélas. C'est le seul d'ailleurs, chef de parti politique. Oui, c'est le seul, oui, absolument. C'est le seul, c'est le seul. Cette pression également, tout le monde absolument, absolument. Mais il faut laisser la main au chef qui décide, même, vous voyez, lui, président du parti, ne peut pas dire, on va faire primaire ou pas, il ne connaît pas encore. Parce qu'ils peut-être ils n'ont pas encore analysé, ils n'ont pas encore fait la réflexion. Parce que c'est des groupes qui sont nombreux autour de cette affaire. C'est pas l'UPR n'est pas encore l'entité politique. Donc la personnalisation dont parle le père Guénon est encore là. Mais ça va, si on maintient le rythme et on le dépasse, et c'est ça que moi je crois, dans la durabilité, normalement ça va disparaître. Lorsque les acteurs essentiels vont quitter la scène, l'UPR ne sera le parti de personne. Le bien c'est le parti de personne. Moi, le bien c'est le parti de personne. Et c'est là qu'on va avoir la réforme. Mais pour que l'enfant soit homme, je vous l'ai dit, il faut 20 ans. Il faut qu'il prenne 2 ans pour apprendre à marcher, à bégayer. Il faut qu'il commence l'école à 3 ans et qu'il finisse la maternelle à 2 ans après ou 3 ans après. Il faut qu'il aille à l'école primaire. Il faut, avant de devenir un homme, une femme. Donc, il faut du temps pour les 32 ans. Il faut du temps pour parler. Il faut du temps pour que le fœtus devienne homme. C'est la même chose pour que une initiative comme fondent les partis, il faut du temps pour que ça devienne parti. Je suis d'accord. Donc la personnalisation, elle est là, elle est visible. Au même moment, c'est le chemin à prendre. Donc, il faut qu'on l'assume et qu'on vit avec. Voilà, ce sujet qui a fait le tour de nos plateaux ce matin, ce que d'aucuns appellent bavure policière, aujourd'hui la police semble seule contre tous. Hélas. Hélas, parce que pour moi, je ne pense pas qu'on puisse raisonner ainsi et fonctionner ainsi. Et quand vous prenez la police, il faut ajouter aussi le DGPR, parce qu'il y en a qui prennent du plaisir aussi à faire du bashing à son niveau. Je pense que ces responsabilités ne sont pas faciles. Vous voyez la police. S'il y a une petite bavure quelque part, tout le monde érige ça en événement. Oui, parce que les moyens ne sont pas égaux. Eux, ils ont des armes, peut-être. Lorsque un imbécile, un chauffeur va les écraser, personne, ça émet moins. Ça émeut quand même. Oui, même moins que la bavure de la police. Oui. Je ne fais pas de la comparaison pour elle. Je me dis que c'est aussi des hommes. C'est aussi des pères, des mères de famille. Ils ont aussi une famille. Ils viennent de quelque part. C'est un corps à respecter. La police fait du très beau travail. Et encore très mieux depuis 2016. Heureusement, j'ai vu les gens dans le père dire, mais oui, bon, il a mis les efforts qu'on fait. Les tracasseries sont. Vous pouvez quitter Malanville pour aller pour descendre sur Igolo sans vraiment qu'on vous dérange. Il faut qu'on. Si c'est déjà ça, vous pouvez rouler de nuit, de jour, la police est là. Donc, les tracasseries ont diminué énormément sous les talons. Si on ne peut pas le dire, c'est un dommage. Bien. Donc, c'est l'œuvre conjoint du gouvernement, du ministre et du DGPR. Et des jeunes, des gens qui sont sur les bavures sont à déplorer. Ce qui s'est passé à Natengou est à déplorer. Ce qui s'est passé en tout cas sur la route de Porto-Novo. C'est à déplorer. Des cas qui se passent et qu'on ne voit pas sont à déplorer. C'est vrai. Mais comment se comporte le citoyen lui-même? Le refus d'obtempérer peut autoriser parfois la police à utiliser les moyens de bord. Et comme c'est des hommes et des femmes qui sont aussi des êtres de chair, ils peuvent parfois abuser. On ne peut pas leur tolérer ça, il faut les sanctionner. Mais il ne faut pas non plus les vouer aux gémonies. Donc moi, chacun a fait son travail pour que ça ne soit pas des cas. Ces cas-là n'arrivent pas souvent. Mais il faut dire quand même que ces cas-là sont rares. Ils sont rares. Et donc on prend toute la période de répression, tout ça là. C'est pas comme l'a dit Wessou, mais il faut célébrer le succès. On doit célébrer le succès. C'est un succès grâce au travail de la police. Les surcharges, il faut célébrer le succès grâce au travail de la police. Les gens qui roulent dans les couloirs qui ne sont pas, il faut célébrer ça grâce au succès de au travail de la police. Maintenant, ceux qui veulent voir le DGPN, qu'on le change, mais il n'a qu'à être au président talon. Mais il est à la retraite, j'ai entendu parler, il est à la retraite, mais ce n'est pas le DGPN qui dit d'avoir un tel comportement. Donc, il y a trop de mélange aujourd'hui avec tout le monde va dans tous les sens. Non, la police, il faut la respecter. Tout cas, il faut respecter les corps qui travaillent. Après, les dérives sont sanctionnées par la loi. Il faut utiliser le cadre de la loi pour sanctionner les dérives. Donc, pour moi, ça ne fait pas des actes de la vie. Les bavures sont déplorables, mais les bavures... J'étais en France en juin dernier, en juin 2023.
Quand il y a eu... Parce que le père a fait Des rapprochements. Non. En France, les gens dénoncent aussi une police raciste. La police, les gens dénoncent une police aux réactions disons, disproportionnées. Les gens dénoncent ça aussi, régulièrement. Les jeunes des HLM s'attaquent à la police. Et parfois, les réactions sont brutales. Hein, aux États-Unis, on a vu des cas. Tout simplement, le cas, comment on appelle, Floyd. Oui, il y a des cas. C'est des cas rares. Donc, mais c'est pas parce que ça fait pas que la police est mauvaise, la police est négative. Donc, partout où il y a maintien d'ordre, parfois il y a des excès. Il y a des excès. Et du côté du citoyen, de l'ordre, du côté du force de l'ordre. Donc, je pense qu'il faudrait savoir raison garder. Les actes qui doivent être pris sont en train d'être pris. Il faut saluer. Moi, je salue le rôle de la police républicaine. Je salue le travail qui n'est pas facile. Et après, il faudrait que la hiérarchie essaye de booster le moral de la troupe et d'extraire les livrets du bon grain. Hein, peut-être les livrets, il y en a partout, dans tous les corps. Il faut les extraire juste. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Voilà. Et que les citoyens aussi lisent le code de la route pour faciliter le travail aux forces de l'ordre. Oui, donc quand on jury un policier, on le jury. Vous avez le téléphone volant à l'école, le gars vous l'avez dit, mais après, comment pas appeler une autorité? C'est pas normal. C'est frustrant. L'autre aussi, c'est un homme. L'idéal est qu'ils se retiennent. Mais bon, il y en a tous qui n'ont pas tous cette posture. Je ne les défends pas, je ne veux pas, mais je pense que nous sommes tous les humains, il faut faire beaucoup attention. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Mesdames et messieurs, merci à vous surtout de nous avoir suivis. Ainsi prend fin le décryptage de ce dimanche. Vous pouvez le suivre, bien évidemment, sur nos canaux digitaux, notre site internet, le www.etélébenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé Live. Ce décryptage également, toutes nos autres productions sont disponibles sur ces plateformes digitales, de même que notre application ETélé téléchargeable sur Play Store ou App Store selon le type de téléphone que vous avez. ETélé avec vous, pour vous.